Salut à toutes et à tous. En avant, match numéro 4. Et mon petit Gaëtan, salut à toi. Salut. On va pas trahir de secret, on a travaillé rarement de toute façon pour nos amis suiveurs. On avait prévu d'enregistrer cette émission mercredi. Et puis on s'est dit, on va quand même attendre la fin du mercato. Même s'il n'y avait pas grand-chose qui s'annonçait, eh ben mon Dieu, on a eu un tout petit peu raison Ouais. sur ce coup-là d'attendre vendredi matin pour enregistrer tout ça. On fera donc un point mercato avec l'éclaircissement des choix. Hugo Bonnet et les Bogang Piri, on est allé un petit peu gratter des petites infos pour savoir pourquoi ces joueurs-là avaient rejoint en avant. On parlera ensuite d'un cas qui est intéressant à suivre et à voir les progrès en ce moment, c'est la spontanéité de l'attaque guingampèse. C'est mieux en ce moment et c'est symbolisé notamment par Amadou Sagna. On s'intéressera aussi au poste sinistré de latéral gauche du côté de Guingamp. Vous l'avez peut-être vu, Aymen Ben Mohamed ne sera pas là demain contre Annecy. Et on est remonté un petit peu dans le passé pour voir que c'est un problème qui dure depuis quasiment 20 ans à Guingamp sur ce couloir-là de la défense. On ira ensuite à la rencontre de Steven Pinto Borges, ancien de Guingamp, vainqueur de la Coupe de France 2009 et ancien joueur d'Annecy. C'est le match qui nous attend ce week-end. Rubrique vintage, où on s'intéressera aux premières mi-temps folles à Roudourou. Vous allez voir qu'il y en a pas mal, notamment dans les années 80. Et puis, on terminera par le quiz, le challenge Profitroll, où nous sommes, on le rappelle, à un partout. Gaëtan, on commence donc par le point mercato. Est-ce Ouais. que tu peux résumer surtout ce qui s'est passé hier? Et ben pas mal de choses finalement. Déjà la conférence de presse du matin, alors auquel on n'y était pas, mais nos confrères du Télégramme notamment ont relayé les propos de Stéphane Dumont qui annonçait une dernière journée pas franchement mouvementée. Bon, on se disait qu'il allait peut-être pas avoir grand-chose. La veille, le Télégramme avait annoncé aussi que Mathis Rioux pourrait partir en prêt. Il y a eu le nom de Jacques Sioué aussi qui a circulé pour ça. Bon, finalement, côté départ, il n'y a rien eu de plus que Gaëtan Courtet parti en début de mercato. Par contre, côté arrivée, après celle de Victor Lobry, il y a déjà plusieurs jours maintenant, ben, ça a bougé dans les toutes dernières heures. Hugo Bonnet, libéré par Valenciennes, est arrivé à Guingamp dans la foulée. On se souvient de lui notamment aussi à Rodez. Il avait d'ailleurs marqué 2 buts contre en avant il y a 4 ans. Donc attaquant, Guingamp avait dit qu'il recherchait un profil offensif. On s'attendait pas forcément à ce profil-là, plus un joueur de percussion. On se souvient qu'Opa Nguet est venu à l'essai aussi il y a quelques semaines. On s'attendait plus à un profil dans ce style-là. Finalement, c'est un attaquant de pointe et pas de percussion qui est arrivé. Donc Hugo Bonnet qui a signé jusqu'à la fin de la saison. Et puis le retour, et alors là, totalement inattendu pour le coup, les Bogang Piri au Ouais. milieu de terrain, passé par Guingamp entre 2017 et 2021. Il était la saison dernière au Paris FC, par exemple, en Ligue 2. Il avait assez peu joué parce qu'il a été blessé un bon moment. Et donc le milieu de terrain sud-africain qui est de retour à Guingamp, là aussi jusqu'à la fin de la saison, avec une année en option indiquée en avant dans son communiqué. Donc voilà ce qui s'est passé, les deux arrivées et ce retour totalement inattendu de Lebogang Piri. On avait entendu la rumeur sur les réseaux sociaux, et notamment on peut le citer, Mohamed Toubachter, qui est souvent bien informé, avait annoncé que Guingamp était sur Youssouf Mchangama et Lebogang Piri l'été dernier. Ben, finalement, Lebogang Piri est arrivé cet hiver. Bon, c'est un nom qui avait déjà circulé il y a quelques mois. Ça s'est fait là, le 1er février. Ouais, un nom qui circulait aussi assez fort en fin de mercato dernier, même dans le club, on nous en parlait, etc. Voilà, c'est un profil qui a été souhaité. Après, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que les Bogang Piri n'a plus joué depuis près d'un an, donc il est à court de forme, court de rythme. L'objectif, ce pourquoi il a signé 6 mois plus un an en option, c'est de le retaper sur cette fin de saison et de pouvoir pourquoi pas en profiter sur les derniers matchs, mais surtout la saison prochaine. Voilà, on sait ce dont il est capable, on sait aussi que c'est un joueur fragile qui a souvent été freiné par les pépins à Guingamp, mais on se souvient notamment lors de la première saison de Ligue 2 que ça avait été un des leaders, c'était le capitaine même de l'équipe sous Dido. Voilà, il avait porté l'équipe parfois, donc si on retrouve ce Lebogang Piri là en fin de saison et surtout l'année prochaine, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a un gros point d'interrogation à son sujet. Et puis Hugo Bonnet, qui a fait la première partie de saison à Valenciennes, rupture de contrat sur ces derniers jours. Il arrive libre du côté de Guingamp. C'est un profil qui ressemble un petit peu à Courtet, on s'en cache pas, du côté du club. Courtet est parti parce qu'on sentait bien, même lui le disait lors de ses interviews,
qu'il aimait pas trop ce costume de remplaçant. On sentait que ça le titillait, qu'il faisait un peu la tronche, mais voilà, c'était dans son caractère, c'est pas une mauvaise chose. Mais voilà, il pouvait plus continuer à Guingamp parce qu'il était très peu titulaire. Par contre, Hugo Bonnet, lui, il arrive vraiment dans le costume du remplaçant, du genre de complément, mais lui, par contre, dans son état d'esprit, ça ne le gêne pas d'avoir là des bouts de match, de croquer dedans, d'avoir cette générosité. Et puis voilà, si on retrouve effectivement le Hugo Bonnet de Rodez, c'est tant mieux, parce que c'est quand même un attaquant étant, j'allais dire, crédible de Ligue 2. Moi, je me souviens, c'est le fameux Rodez-Guingamp avant le Covid, où il nous en plante deux, là. Où il en Ouais, marque deux, ouais. Ah ouais. ouais. Non, Il non, en marque alors deux, à c'est vrai. Valenciennes, il était en situation d'échec dans un club qui va très mal Ouais. depuis plusieurs années. Donc, est-ce qu'on doit se fier à ça? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, si on retrouve le Ouais, Hugo Bonnet de Rodez, c'est pas mal, surtout un poste d'avant-centre. On voyait ces derniers temps que Dumont choisissait soit El Ouazzani, soit Guillaume, parce qu'il n'y avait personne d'autre avec la blessure de Siwé. Voilà, niveau profondeur d'effectif, c'est un petit peu plus intéressant aussi. Ouais, c'est ça. Ça apporte un peu plus de concurrence aussi. Et c'est vrai que si on regarde un peu ses premières saisons de Ligue 2, la première, c'est 11 buts en 25 matchs, donc c'est largement honnête avec Rodez. La deuxième, c'est 8 en 37 matchs. Il marque moins, mais il reste influent quand même aussi sur le jeu. Et c'est vrai qu'il a eu un creux ensuite. 2 buts sur une phase aller avec Rodez, 5 sur la phase retour parce qu'il part à Valenciennes ensuite. Et c'est vrai que là, ça faisait 1 an et demi qu'à Valenciennes, c'était beaucoup plus compliqué. Il n'a pas marqué d'ailleurs cette saison dans une équipe en très grande difficulté. Bon, c'est un joueur qui malgré tout a eu de bonnes périodes. Est-ce qu'en étant remplaçant, c'est enfin, avec peu de temps de jeu, est-ce que c'est un joueur qui peut être capable d'être très performant? Je sais pas. On va Mhm. voir, on va découvrir aussi un petit peu parce que on le connaît, mais on l'a pas forcément suivi non plus sur la durée et avec assiduité sur toute une saison. Donc on va voir ce que ça peut donner avec des entrées en jeu dans un premier temps sans doute, peut-être avec aussi quelques titularisations après. Ouais, on verra ça et il devrait être sans doute dans le groupe pour le match de demain. On verra en tout cas ça pour ce Guingamp-Annecy. Et demain, on espère revoir quelque chose, mon petit Gaëtan, que l'on voit de plus en plus se dessiner dans cette équipe d'en avant et que l'on réclamait de nos voeux depuis des semaines et des semaines, la spontanéité. Enfin, la voilà. Ouais, on l'a vu déjà face à Rodez, par exemple. On l'a vu déjà à QRM aussi, avec le centre, Guillaume qui ne réfléchit pas derrière, contrôle, frappe, ça marque. Contre Rodez, on l'a vu aussi avec le premier but de Picard notamment, même sur le but de Guillaume aussi. Puis à nouveau à Auxerre. Alors, avec plus ou moins de réussite. Je pense au but où c'est très bien emmené par Mhm. Sagna, bien conclu aussi par Mergem. Ce qu'il faut dire aussi sur le but, on n'en a pas trop insisté dessus, mais c'est que les quatre joueurs offensifs sont impliqués, puisque c'est Ouais, un dégagement de Basilio, duel aérien gagné par Guillaume, passe d'El Ouazzani. oui. Alors, c'est pas la passe du siècle, mais c'est une passe qui fait mal parce qu'elle force l'erreur de l'adversaire. Et ça, Mm. c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire assez Ouais. souvent aussi du côté de Guingamp. El Ouazzani qui est en manque de confiance en ce moment, mais ça, c'est un geste qui peut un peu le relancer. Et puis, tu en as parlé, Sagna pour Mergem, le petit pied fermé de Ouais. Mergem pour la mettre à l'opposé, c'est délicieux. Et ouais, vraiment très bien emmené. Le contre-courant de tout ça, un petit peu, c'est aussi, et notamment chez Amadou Sagna, des fois un joueur qui va faire des choix qui vont pas forcément dans le sens du jeu. Mm. Je pense il y a une action qui me revient à Auxerre, où il y a un centre venu de la droite qui est repoussé de la tête par un défenseur et il est à l'entrée de la surface, il cherche à la reprendre en une, ce qui est extrêmement dur. Il envoie une frappe très très au-dessus de la cage, alors Mm. que le jeu était plutôt d'avoir peut-être un poil moins de spontanéité, mais de la contrôler et de la frapper, plutôt que de la reprendre en une et être peut-être dans l'excès justement de spontanéité. Bon, Mm. après, on va pas lui reprocher forcément non plus parce que c'est un joueur qui reste impactant et décisif, à l'image de sa passe décisive pour l'égalisation, à l'image de son but aussi contre Rodez. Donc voilà, il y a parfois un peu de tri à faire dans tout ça, mais globalement, c'est vrai que c'est plaisant d'avoir une équipe et des joueurs qui tentent sans être en train de trop réfléchir à quel moment faire la passe ou à essayer d'aller dans le but avec le ballon. Non, l'équipe qui tente, qui se lâche, qui se libère. Et ben, on voit que ça marche sur ce dernier match parce que ben, sur les 3 derniers matchs, c'est 5 buts marqués par Guingamp. Ouais, et Stéphane Dumont, on t'en a parlé justement du côté d'Auxerre. On va l'écouter à ton micro après le nul ramené chez le leader finalement le Eh week-end ouais, dernier. On a des prises de conscience, on a beaucoup de discussions. Après, c'est des dynamiques, c'est des périodes. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup axé sur, en tout cas, tout ce qui relève de l'animation offensive et de ce qui se passe dans les 30 derniers mètres. Beaucoup de spontanéité. Voilà, on a déterminé des codes
entre nous sur notre capacité à être beaucoup plus spontané que ce qu'on était à un moment donné, donc d'avoir beaucoup plus de centres en première intention et de choses en première intention, et à l'image des buts qu'on a marqués contre Rodez ou encore celui-là, voire même celui de Queville, c'est vrai que c'est quelque chose sur lesquels on a beaucoup insisté, et les joueurs, c'est vrai que répondent présents dans ce registre, donc c'est bien. Maintenant, il faut qu'on les garde, mais c'est vrai que sur ces 3 matchs, et notamment sur cette semaine-là, il y a eu une diversité de passes, de dernières passes et de buts sur tous nos joueurs offensifs. C'est quelque chose qu'il faut continuer à véhiculer, parce que aujourd'hui, je le répète, aujourd'hui on n'a pas le joueur pour pour nous faire gagner les matchs tous les week-ends et nous emmener quelque part. Nous c'est le collectif, c'est personne au-dessus de l'autre, et c'est comme ça qu'on essaye de véhiculer les choses, et je pense que ce soir on l'a une nouvelle fois montré. Il y a quelque chose qu'il dit là-dedans et qu'on a noté déjà sur le match contre Rodez, parce qu'on l'a vu au bout de 30-38 secondes, je crois, sur le but de Picard. Ce sont les centres en une touche de balle. Ouais. Combien de fois on a vu des latéraux ou des joueurs de couloir contrôler, perdre le temps d'avance, centrer. Là, Civis, tac, il le fait en une. Alors, parfois, il y a du déchet parce qu'il l'a refait dans le match et ça n'a pas toujours abouti sur une occasion, ni même sur un but. Mais ça, c'est de la spontanéité. Centrer en une, aller dans l'élan, dans l'allant, et ça, c'est ce qu'on veut voir un petit peu plus aussi. C'est vrai, on le voit davantage. Alors avec Civis, on le voit déjà depuis un petit bout de temps avec Sagna, quand même. Sagna est, alors pas forcément en une, parce que des fois, avant d'être en position de centre, il élimine auparavant, mais n'hésite pas à centrer Sagna. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Alors parfois, il va revenir intérieur, essayer de trouver une autre solution, ce qui est bien aussi parce qu'il faut un peu de variété. Mais il n'hésite pas à centrer. Le souci, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a un peu de déchets dans ce qu'il propose. De toute façon, s'il n'avait pas de déchets, il serait en Ligue Europa. Hein. Voilà, au minimum. Donc, il y a ça à corriger, mais c'est un joueur qui n'hésite pas à lâcher son ballon, à amener du danger vers la surface. C'est aussi peut-être ce que doit faire un peu plus Mehdi Merguem dans ce rôle-là à l'opposé. Alors, avec le fait aussi à prendre en compte que Merguem a cette touche technique plus aisée. Hein, Donc, c'est normal qu'il porte un peu plus le ballon aussi, mais de temps en temps, c'est vrai que ça peut amener aussi un peu plus de variété, ça peut épurer son jeu de la centrer tout simplement, plutôt que de chercher à élaborer quelque chose de plus difficile. C'est bien, il faut savoir varier, je pense, et c'est vrai que si Merguem entre dans cette lignée-là aussi, ça peut faire mal parce que ça peut vraiment déboussoler un peu l'adversaire. Amadou Sagna, t'en parlais, tu as posé aussi la question à Stéphane Dumont après Auxerre. Ouais, il est un peu déroutant à l'image de ce qu'il peut être pour ses adversaires, mais il l'est aussi parfois pour nous et pour ses partenaires. Maintenant, il a une débauche d'énergie incroyable. Il a beaucoup de verticalité dans son jeu. Je trouve qu'il a beaucoup progressé en 6 mois. Alors, il a encore des manques sur un plan purement technique, notamment dans tout ce qui est jeu de position, dans le jeu de haut but, au cœur du jeu. Mais par contre, dans sa capacité à prendre les espaces, à faire beaucoup d'efforts, et maintenant à mettre des centres en première intention et dans des zones intéressantes et identifiées, il avance. Aujourd'hui, en termes de stats, c'est quasiment notre joueur offensif le plus décisif, si on cumule les buts et les passes. Voilà, pour un garçon qui vient d'arriver, qui est encore brut, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Et il est représentatif un peu de l'état d'esprit de l'équipe, c'est-à-dire toujours joyeux et avec une débauche d'énergie incroyable. Il fait pas tout bien, mais en tout cas, il a toujours les intentions de bien faire. Et je trouve que ça nous ressemble bien. Le côté gauche avec Amadou Sagna, mais côté gauche, il y a aussi les latéraux. Et les latéraux, c'est beaucoup plus compliqué, ou en tout cas difficile à gérer pour les coachs de Guingamp depuis, tu le disais Pierre en préambule, depuis presque 20 ans maintenant. Parce qu'il y a... Alors, épisodiquement, il y a des saisons où ça marche mieux et on va le voir, mais globalement, il y a beaucoup de blessures. Guingamp a déjà utilisé 4 joueurs à ce poste cette saison. Si les Nivaliers, qui revient là de blessures, joue, ça fera 5 joueurs à ce poste-là. Je pense qu'on sera pas loin, voire même sur un record. Tu vas d'ailleurs nous détailler un petit peu les situations là, sur ces 20 dernières années, et plutôt depuis Arnaud Leland, on va dire, depuis 2006-2007 environ, où en est Guingamp à ce poste de latéral gauche.
Alors, on s'est partagé la tâche quand même. Moi, j'ai pris les premières années de ces 20 ans. Toi, tu as pris le reste parce que vraiment, il y a eu beaucoup de travail pour retrouver. On a pris simplement les matchs en championnat, joués par les latéraux gauches. La dernière fois qu'on a eu vraiment, enfin, la première fois sur cette séquence de 20 ans qu'on a eu un latéral gauche bien installé, c'est Arnaud Leland, 2005-2006, sa première année, 36 matchs. Après, c'est un peu plus compliqué. 2006-2007, vous le voyez, 23 matchs pour Arnaud Leland, 10 pour le très célèbre Léchinel Jean-François. Et puis, il y a aussi deux joueurs qui s'étaient partagé le poste, Milovan Sikimic, qui jouait surtout dans l'axe, et Laurent Koscielny. 2007-2008, Leland, un nouveau numéro 2, c'est Jean-Christophe Vergerolles, 28 matchs pour Leland, 7 pour Vergerolles, et puis le reste un petit peu également pour Kevin Baudin. Vous le voyez, sur les années suivantes, c'est plutôt pas mal. 2008-2009, Vergerolles fait 29 matchs en Ligue 2. Vergerolles, il fait même tous les matchs de la Coupe de France jusqu'au quart de finale à Sedan. Et ensuite, Felipe revient d'une longue blessure et c'est lui qui termine la saison à ce poste de latéral gauche. Felipe, qui était d'abord arrivé en tant que défenseur central du côté d'en avant, eh bien, il fait toute l'année suivante quasiment à ce poste. 33 matchs l'année de la relégation en national. En national, Dorian Lévesque fait 35 matchs pour sa première saison, donc c'est plutôt intéressant, mais les problèmes et les galères arrivent l'année d'après. Pour Dorian Lévesque, 2011-2012, 24 matchs seulement, et c'est un droitier qui était arrivé en tant que latéral droit, qui avait souvent dépanné à gauche, Gaëtan, Thierry Argelier, qui a fait 16 matchs cette saison-là, et du coup, sur la droite, c'était Frédéric Duplus. Qui était là dans l'équipe de Gourvenec. Et alors le record, peut-être avec cette saison également, en 23-24, 2012-2013. Alors là, c'est le bazar. J'en ai 6. J'ai Reynald Lemaître, qui est arrivé en janvier. Et heureusement, il fait 12 matchs sur 19 sur la phase retour. Mais on a eu également Thierry Argelier, Paul Babiloni, pas Dos Santos, Sanko, qui a fait des bouts de match. Aussi, ouais. Dorian Lévesque qui était revenu d'une grave blessure, je crois que c'était à la cheville, en fin de saison, il fait 4 matchs. Et finalement, l'un des joueurs les plus utilisés sur ce poste de latéral gauche, mais au final, on ne s'en rappelle presque plus, c'est Gianelli Mboula, qui était milieu axial, sauf qu'à un moment, c'était de bazar en défense, il y avait des blessés de partout. Et donc, Gourvenec, notamment à l'automne, à l'hiver, avait utilisé Mboula dans ce poste, dans ce couloir gauche, où il s'en était quand même assez bien tiré, le pépère, avant d'être transféré à Marseille. Guingamp monte en Ligue 1. Là, c'est 50-50. On va dire entre Lemaître et Lévesque. 22 matchs pour Lemaître, 21 pour Lévesque, qui fait notamment la majeure partie des matchs importants également en Coupe de France. Et puis, Dos Santos, j'en parlais, en joue également un petit peu, tout comme Baïsama Sanko. C'est pareil également en 14-15, l'année de l'Europa League. Lévesque fait 18 matchs, Lemaître 15, donc là ça fait 33 matchs à eux deux, et puis il y a eu Dos Santos et Bacca également, qui avaient parfois dépanné à ce poste de latéral gauche. Bacca, on le retrouve également, Gaëtan, sur l'année d'après. Oui, c'est ça, 2015-2016, Maxime Bacca qui a forcément joué là aussi plusieurs matchs avec en avant. Une saison où il y a eu beaucoup de joueurs aussi à ce poste-là, 5, puisque on retrouve donc Maxime Bacca, on retrouve Reynald Lemaître. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ils avaient tous très peu joué. Alors Bacca, lui, c'est un peu différent parce qu'il avait joué sur le poste de latéral droit et de latéral gauche. Donc Maxime Bacca, sur cette saison-là, il enchaîne au total. Quoique non, 2015-2016, c'est celle où il joue le moins. Il joue 2 matchs. Maxime Bacca, 2015-2016. En revanche, il y a pour les autres 6 matchs pour Lemaître, 14 pour Dorian Lévesque, 9 pour Laurent Dos Santos, qui avait pu jouer aussi au milieu de terrain. Et Lars Jacobsen également utilisé à ce poste de latéral gauche. Donc on était vraiment sur du 5 joueurs aussi, ce qui faisait beaucoup évidemment dans une saison. La saison d'après, c'est la saison 2016-2017. Là encore, beaucoup de joueurs utilisés sur cette première saison avec Antoine Comboiré. D'ailleurs, en 2015-2016, un joueur que je n'ai pas cité, mais il a aussi dépanné à gauche, notamment face au Gazélec Ajaccio, c'est Benjamin Angoua. Angoua avait dépanné aussi sur ce côté-là lorsqu'il y avait beaucoup d'absents. Donc là aussi, beaucoup de joueurs utilisés. Angoua qui a rejoué à gauche la saison suivante en dépannage. Dorian Lévesque également. Reynald Lemaître, pas le moindre match cette saison-là, 0 match, 2016-2017. Et par contre, celui qui avait tenu le poste sur la quasi-totalité de la saison, 31 apparitions, Fernando Marsal. Là, c'était une saison plus simple à gérer pour ce poste-là, en tout cas plus de stabilité. Marsal qui était arrivé à l'arrache, c'était en plein mois d'août, il arrive le jeudi, le dimanche il joue contre Marseille, au bout de 30 secondes on est déjà tous amoureux. Donc ouais, mais heureusement qu'il était là, parce que c'est un des recrutements les plus surprenants de l'histoire d'en avant, mais ça avait bien marché.
Ouais, ça avait bien marché pour lui. Donc une saison où là encore, il y avait pas mal de joueurs utilisés. Les 2 saisons suivantes, un peu plus de stabilité. 2017-2018, Pedro Rebocho et Franck Tabanou s'étaient partagé le poste. 21 matchs pour Rebocho notamment, 15 pour Tabanou. Il y avait dû avoir une apparition peut-être Ikoko qui avait dû peut-être décaler aussi sur un match ou deux. Oui, oui, oui. Il me semble que sur Ah, un gros match, je me demande si c'est pas contre Monaco en 17-18, le fabuleux match 3-1. Je crois que c'est Martins Pereira à droite et Ikoko à gauche. ouais, voilà. Donc, bon, quelques apparitions, mais globalement, 2 hommes qui s'étaient partagé le poste. 2018-2019, même chose. 2 matchs seulement pour Tabanou, mais 36 pour Rebocho, qui avait joué la quasi-totalité de la saison. Et après, on repart sur plusieurs saisons. C'est vraiment décousu, hein. La première Ouais. année en Ligue 2, on a Rebocho qui joue la première journée, qui part au Beşiktaş ensuite. On a Morgan Poati qui joue 10 matchs. Gaëtan Busman, 8. Lloyd Palin qui fait aussi quelques apparitions entre gauche et droite. Ça sent 15 le matchs au football total plaisir, partagés là. sur. Comment? C'est le football plaisir, là. Ah ouais, là, il y avait vraiment un peu de tout. Et ça continue la saison suivante, hein, 2020-2021, celle où Guingamp est passé pas loin de la catastrophe avant de finir en boulet de canon. Morgan Poati, Logan Denbe, Pedro Rebocho revenu et Lloyd Palin encore, c'était partagé le poste. Et encore 4 joueurs la saison 2021-2022, puisqu'il y a Ndenbe, Rebocho qui revient encore pour 3 petits matchs en début de saison, Stéphane Carper, arrivé au mercato d'hiver, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, hein, Jérôme Montbrice aussi, qui avait été Oui. utilisé un petit peu, seulement 7 apparitions, mais un petit peu aussi sur ce côté gauche de la défense. Et l'année dernière, alors, c'est un petit peu différent parce que il y a eu de la stabilité un temps quand même avec Jules Godin, hein, qui est apparu à 28 reprises. Mais derrière, il y a 22 apparitions aussi de Quimper, parce qu'il y a eu parfois des entrées en jeu, parfois Godin qui a joué un peu plus haut, laissant Quimper sur ce poste de latéral. Vincent Manceau, 25 matchs entre droite et gauche, donc qui a pas mal Ouais. bougé. Bon, il y a eu un semblant de stabilité quand même un peu plus la saison passée. Mais si on regarde de 2019 à 2022, c'est 3 saisons avec 4 joueurs à ce poste-là. Et puis si on prend aussi la saison 2015-2016, 2012-2013, c'est les saisons qui sont les plus marquées aussi par ces postes, par ce poste difficile à gérer. Tout comme cette année donc, puisqu'on pourra en avoir 5 si les Nivaliers jouent au moins un Ouais. match Donc, avec un. on a eu qui cette année? Ndour, Marronnier sur le dernier match, Oui, Manceau, Ben Mohamed, Ben Mohamed. C'est que, ouais, ouais. Oh là là. 4. Et il reste Ouais. donc Valier qui pourrait faire 5. Ouais. Ouais, bon, c'est voilà. Vous voyez, on voulait, ça fait longtemps qu'on voulait parler de ça avec Gaëtan. Et ben là, voilà, on a replongé C'était un la peu bonne occasion là. nos gros nez dans les archives. Et ben voilà, c'est long, mais c'est nécessaire parce que ben, voilà, il y a eu pas mal de mouvements là-dessus. Pause ancien, Oui, Gaëtan. Qui avec as-tu Steven rencontré? Pinto Borges, vainqueur de la Coupe de France avec Guingamp en 2009. Il a passé, pour remettre en contexte, 5 ans à Guingamp. Il est arrivé en 2004, une première année en réserve. Et puis 4 saisons ensuite avec les professionnels, dont celle de la victoire en Coupe de France. Il est parti d'ailleurs juste après à Clermont et il a terminé sa carrière à Annecy, où il a ensuite occupé un poste aussi au sein du club. Il va vous l'expliquer justement dans cette pause ancien sur Alain Guingampès. Comme régulièrement, vous en avez l'habitude maintenant, la pause ancien, on revient avec un ancien d'en avance sur ces années guingampaises. Et aujourd'hui, place à Steven Pinto Borges, ancien guingampais et ancien annécien également, passé par le FC Annecy. Steven est avec nous. Salut Steven. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, super, super, Bon, super. tu es maintenant à la retraite, hein, ta carrière de footballeur est terminée. La première question, c'est qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que je deviens? Du coup, j'ai arrêté il y a 1 an et demi sur la montée en Ligue 2 avec Annecy. Et derrière, j'ai enchaîné avec du coup les U16 à Annecy. Et en même temps, j'étais au recrutement pour l'équipe première, pour les pros. Donc voilà, j'ai fait 1 année comme ça. Et après, j'ai eu la chance que un responsable de l'UNFP est venu me voir et c'est vrai qu'il m'a proposé un poste dans la région de délégué régional. Du coup, je gère les clubs pro de la région. Et voilà, c'est une nouvelle aventure aussi que j'ai commencé il y a 6 mois et qui est plutôt sympa. Ouais.
Nouvelle aventure toujours donc dans le football. On va forcément là aussi revenir sur tes années en avant, de 2004 à 2009. Guingamp, comme ça t'évoque quoi? Ah ben moi, Guingamp, c'est un club qui m'a marqué, hein. Ça fait partie des clubs qui ont été marquants pour moi parce que il y a déjà ma signature du contrat professionnel. J'ai fini ma formation à Guingamp. J'ai vécu des belles années à Guingamp. On a gagné une Coupe de France, même si bon, ça reste un bon et aussi un regret parce que j'ai joué du coup en demi et en finale non du coup. Donc voilà, il y a ce petit bémol, mais sinon non, c'est des super années, un public formidable, des gens au club qui étaient vraiment très bien, une équipe aussi avec des copains. Nous, on avait une bande avec qui on était sortis pro, avec Richard Souma, Koscielny, toute cette génération-là. On avait une bande de potes qui était super sympa. Il y avait les plus anciens aussi, Rivière, Liabeuf. Ouais. Moi, je suis resté très ami avec eux. On se voit en dehors encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai que non, on avait une belle équipe. On avait des super mecs et c'est vrai que j'ai des souvenirs qui sont très très bons. Justement, cette Coupe de France, tu en parlais, tu entres en jeu en demi-finale à Toulouse et tu n'es pas dans le groupe pour la finale. Comment tu l'avais vécu, ça, justement? Bah, moi, je suis parisien en plus, donc du coup, j'avais acheté, je sais pas, c'était pas 30 places pour le Stade de France. Non, c'était dur parce que je pense que à ce moment-là, je méritais d'y être, mais c'était un peu la facilité quand tu es le jeune formé au club, plutôt que d'enlever un ancien, d'enlever un jeune. Même mes coéquipiers étaient un petit peu surpris Ouais. du choix, mais voilà, avec le recul, je me dis, les coachs font des choix. Après, c'est le bon choix aussi parce que la coupe a été gagnée. Et voilà, avec le recul, mais c'est vrai que sur le coup, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce que ça ne se présente pas 10 fois en face de toi dans une carrière, quoi. Ouais, c'est ça. Il me semble même que tu n'étais pas allé à la finale Ouais, 2009. exactement. C'est exactement ça. En fait, j'ai dit, perdu pour perdu, j'ai regardé le match à la télé avec ma famille. Et j'ai pas été parce que ça aurait été trop dur. Ça aurait été trop dur. Et puis là-dessus, honnêtement, j'ai aucun regret parce que je me dis que si je l'ai senti comme ça sur le coup, c'est que je devais le faire comme ça. Donc, pas de finale de Coupe de France 2009, en effet. À la télé, ça devait être un peu particulier comme moment quand même à vivre. Est-ce que malgré tout, tu étais heureux lorsque Guingamp l'a remporté? Comment t'as vécu ça? Ah, mais carrément, mais carrément. J'allais pas être supporter de Rennes quand même. Attends. Non, 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 mais carrément. C'est juste, moi, c'est comme si c'est juste le, le fait d'y être, mais de pas être dans le groupe, ça m'aurait fait bizarre. Et c'est vrai que sur le coup, j'avais senti ça comme ça. J'avais senti ça comme Hmm. ça. Et le coach, pour en avoir discuté avec lui après le match, du coup, quand on est rentré à Guingamp, et il m'a dit, je comprends complètement. Je comprends ta réaction et je comprends que tu sois pas venu. Et voilà, personne m'en a voulu. On m'a jamais fait le moindre reproche là-dessus. Parce que je pense qu'il savait aussi qu'il y avait une part un peu d'injustice. Ouais. Et si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été aussi injuste pour quelqu'un d'autre, probablement. Donc voilà, mais voilà, personne m'en a voulu. Et si je l'ai senti comme ça, c'est qu'il fallait le faire comme ça. Ouais, exactement. Tu disais, tu avais acheté une trentaine de places. Les gens étaient quand même allés au match, ceux pour qui tu avais acheté les places ou pas non plus? Non, 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 non. Ils étaient aussi déçus que moi. Aucun Pinto Borges au Stade de Ouais, France. exactement. Ils étaient devant leur télé. Devant leur télé aussi. Bon, il y a cette victoire, bien sûr, hein, face à Rennes, 2 buts à 1. Ça marque le départ aussi, hein, ton départ de Guingamp. Tu signes à Clermont la saison suivante. Qu'est-ce qui avait fait que l'aventure avait pris fin à ce moment-là? En fait, avec le recul, c'est moi, hein, c'est mon hygiène de vie. J'étais pas mal blessé, donc sur cette dernière saison, la saison d'avant, je crois que je fais 27 matchs et je pars en sélection espoir du Portugal. Et Ouais. cette saison, souvent blessé, souvent des petits pépins, donc j'enchaîne pas. Et le fait de pas enchaîner, à un moment donné, bon, il y a eu aussi cette histoire de la Coupe de France aussi, qui m'a peut-être dit, à un moment donné, il faut que tu ailles dans un autre club. Peut-être parce que quand tu es jeune formé au club, tu passeras peut-être derrière les recrues à chaque fois. Il faudra à chaque fois que tu. C'est souvent ce qui se passe. C'est pas spécifique à Guingamp, hein, mais c'est spécifique souvent au football. Donc voilà, c'était un choix. En plus, c'était un club qui était en train de monter, qui Hmm. travaillait bien, Clermont. Et c'est vrai que du coup,
on a eu 2 belles saisons. On a joué la montée les 2 années. On perd la montée contre Arles-Avignon. C'est Arles est montée. Après, bon, il y a eu aussi Guingamp qui, l'année suivante, vient jouer le maintien, je crois, chez nous, à Clermont. Ouais, c'est ça. Je crois que Guingamp perd 4-1 et ça 3-1, fait mal. Ou 3-1. Et cette année-là, Guingamp, du coup, descend. Donc, mais voilà, après, des fois, Guingamp est redescendu. Ils ont refait une équipe. Ils sont repartis sur d'autres bases, peut-être. Et ça a fait du bien, parce qu'au final, ils sont arrivés jusqu'à la Ligue 1 après. Donc, mais voilà, c'est le football. Mais non, c'était un choix aussi de carrière de partir. Pas parce que j'étais mal à Guingamp, parce que c'est pas vrai, j'étais vraiment bien à Guingamp, mais c'était un choix de carrière. Ouais. C'était un choix de carrière. Ouais, et notamment donc ce départ à Clermont. Tu as beaucoup joué ensuite en National, en National 2 aussi, les montées avec Grenoble notamment, avec Annecy également. Annecy, justement, c'est le dernier club de ta carrière et c'est l'adversaire de Guingamp ce week-end. Annecy, c'est le dernier endroit, c'était l'endroit pour terminer ta carrière? Ouais, complètement. En fait, c'est ce que je dis. Ce qui m'a, à un moment donné, j'ai pris une prise de conscience un peu tardive, c'est que je me suis dit, c'est pas possible. Il y a des joueurs qui, je pense, étaient moins bons au départ que toi et qui sont en Ligue 2 ou en Ligue 1. Toi, ça te conduit à redescendre, mais pas parce que tu n'as pas la qualité, mais parce que tu es souvent blessé, tu fais pas ce Ouais. qu'il faut. Et quand j'ai eu cette prise de conscience, ben, c'est là où j'ai commencé à déjà devenir un exemple un peu pour les autres quand j'étais joueur cadre. Un peu peut-être ce qui nous a manqué à Guingamp. Hein. À Guingamp, par Ouais. exemple, on avait des cadres, mais bon, qui partageaient pas avec les plus jeunes, qui n'emmenaient pas les plus jeunes. Et si tu vas avoir des résultats, il faut que les anciens utilisent la force des plus jeunes pour les ramener avec eux, en fait. Et c'est pas être égoïste et centré sur soi-même. C'est un peu ce qui n'avait pas marché à Guingamp, je m'en souviens, moi. Parce que c'était limite, si des fois tu avais la tête sous l'eau, si on peut t'appuyer dessus, on t'appuyait dessus. Pas Ah ouais. volontairement, hein, mais c'est parce que c'est pas dans le tempérament de certaines. C'est de l'humain, quoi. C'est de l'humain. Soit tu arrives à ramener les autres avec toi et tu crées une vraie équipe, soit tu n'y arrives pas. Et puis voilà. Moi, c'est vrai que ces dernières années, j'ai fait en 5 ans 4 montées. Et Ouais. quand je suis parti, du coup, à Grenoble, parce que je savais que je me suis dit, je vais peut-être retrouver le milieu professionnel. Et du coup, derrière, je suis revenu après à Annecy, comme tu disais, et ben, on a fait un peu la même chose, une double montée. Ah, c'est Et ça. c'était les projets en fait que j'aimais bien, c'est de me dire, je prends un club et j'essaie de construire avec et de le mettre professionnel. Voilà, moi, c'est vraiment des projets qui me tiennent à cœur et où je me suis senti bien. Mais parce que j'avais compris pas mal de choses mais c'était un petit peu tard. Mais mon expérience aussi en Belgique a été très bonne aussi, parce que c'est un club racheté par Brighton, l'Union Saint-Gilloise, donc avec des moyens énormes. C'est pour ça que je suis parti de Grenoble, parce que j'étais sous contrat en Ligue 2 à Grenoble. Et je Ouais. suis parti là-bas parce que voilà, moi déjà, il y avait une proposition qui était super intéressante et un projet club. On voit aujourd'hui, en 3-4 ans, ils jouent la Coupe d'Europe. Voilà, Ouais. Ouais, ils sont actuellement leaders hein, d'ailleurs du championnat, une équipe Ouais. qui tourne bien. Tu parlais de l'hygiène de vie il y a un instant. Qu'est-ce qu'à Guingamp tu aurais voulu peut-être mieux faire avec du recul par rapport à ça? Bah, en fait, c'est quand tu es professionnel, si tu veux le rester, il faut, je pense, vivre comme un professionnel. Ça veut pas dire que tu peux pas sortir après les matchs, boire un coup avec les copains ou quoi, non. Mais durant ta semaine, par exemple, moi, je me couchais très tard. Donc, Ouais. je pouvais traîner devant une série, devant la télé. Donc, tu te couches à 1 heure, 2 heures. Des fois, bah, si tu as envie de continuer à regarder la série, tu vas continuer à regarder et tout. Et du coup, ce qui fait que tu te blesses une fois, 2 fois, tu te reblesses. Pas. Je crois que j'ai jamais enchaîné jusqu'à l'âge de 26-27 ans. J'ai rarement enchaîné 10 matchs sans avoir une douleur musculaire, sans avoir un truc, Ouais. Donc, au bout d'un moment, les clubs, ils te disent, non, mais nous, on connaît la qualité, on n'a pas de doute du joueur, mais par contre, voilà, s'il peut faire que 10 ou 15 matchs dans la saison, c'est pas intéressant pour nous. Ben, À Clermont, ça se passait super bien. J'avais une proposition de renouveler mon contrat sur 3 ans. J'avais la proposition écrite. Hein. Et au bout d'un moment, je me suis blessé, revenu, reblessé au même ischio. Au bout d'un moment, ils m'ont dit attends, on peut pas, tu fais 15 matchs sur 34. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, mais c'était pas de la faute de mon corps. Hein. C'était de ma faute à moi. Quoi. Mon corps me lâchait parce qu'il n'avait pas le repos nécessaire, l'hydratation. Et c'est vrai que voilà. Au contraire, moi, mon corps, je peux courir très très longtemps.
j'ai du volume. Au contraire, c'était une force, mais j'en ai fait une faiblesse. Donc, mais j'ai compris ça un petit peu tard. Mais après, j'ai pas vécu comme j'avais envie de vivre. Et puis voilà. En effet, puis ça t'a amené, mine de rien, comme tu disais, beaucoup de montées aussi, beaucoup de belles émotions. Et cette Coupe de France, bien sûr, avec Guingamp. On arrive à la fin de cette interview et la question que l'on pose à chaque fois, à chaque ancien d'en avant, Steven, c'est quelle est l'anecdote que tu n'as jamais racontée sur ton passage à Guingamp? Ah, comme on est en plus sur l'hygiène de vie, ouais, j'ai pensé à un truc qui m'a fait rire. On fait une soirée avec l'équipe. On fait une soirée avec l'équipe et on rentre. Après, on avait été au casino tous. Et Ouais. Johan Rivière, je crois, avait oublié sa carte d'identité. Donc, il repart à fond. Il repart à fond. Bon, autant, bon, on peut le dire, mais parce qu'il y a prescription. Mais bon, on avait tous bu un petit peu. Et sur la route, je crois qu'il va de Pérouse à Guingamp. Du coup, cherche sa pièce d'identité. Et ben, Yo Rivière, on reçoit un coup de fil. On est au poker et on reçoit un coup de fil de Johan Rivière qui dit j'ai eu un accident. Donc, du coup, on part tous. On arrive sur la route. On voit la voiture retourner. Et, Ah ouais. euh, et du coup, il nous explique qu'il y a eu un truc automatique quand la voiture a un accident. Il y a un truc SOS qui se met en route et il y a la police qui appelle ou une assistance ou quelque chose comme ça. Mais comme il avait bu, il a eu quand même le bon réflexe. Au moment où l'assistance lui dit oui, monsieur, ça va, vous allez bien? Il avait la tête à l'envers et il répond à l'assistance oui, oui, non, parfait, on a juste eu un petit accrochage. Bon, il était quand même la tête à l'envers avec son meilleur pote. Et il a eu quand même le réflexe de dire non, non, pour pas que la police arrive rapidement. Et Ah nous, quand ouais. on est arrivé, on a juste remis la voiture à l'endroit. On a juste appelé le dépanneur et puis la soirée s'est terminée comme ça. Mais c'est vrai que ça D'accord. aurait pu être bien pire, quoi. Ça aurait pu être Bon, il bien n'y pire. avait pas eu de casse autre que la voiture de Johan, quoi. Non, 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 c'était matériel. Après, voilà, chose à ne pas faire, ne pas boire Ouais. et conduire rapidement encore À ne pas par-dessus. reproduire chez vous. Et voilà, exactement. C'était une anecdote, mais c'est parce qu'elle est vraiment d'il y a longtemps. Il y a prescription, parce que sinon, j'aurais pas Ouais. pu la raconter. Ouais, une Voilà, soirée qui avait tourné un peu bizarrement, du coup, pour les joueurs exactement. Une partis soirée s'amuser le d'équipe en soir. plus. Une soirée d'équipe en plus. Ouais, ouais, une soirée d'équipe en plus, ouais, ouais, complètement. Steven, merci beaucoup. J'imagine que tu vas suivre le Guingamp Annecy de ce week-end, match forcément particulier un petit peu pour toi. Bien sûr, complètement. Ouais, moi, j'adore quand c'est Grenoble, Annecy, les matchs, les équipes où j'ai joué. Eh ben, je suis toujours avec attention et je suis aussi toujours les résultats de Guingamp, ce qui se passe au club. Voilà, je fais toujours la veille là-dessus à voir ce qui se passe. Mais voilà, oui, oui, non, je suis toujours et que le meilleur gagne. Hein. C'est vrai que Guingamp a peut-être d'autres objectifs aujourd'hui que Annecy. Annecy doit se maintenir aussi. C'est un match capital pour Annecy pour pas être Mm. largué non plus parce que ces derniers temps ça va pas très bien. Mais bon, ils se sont renforcés à la trêve et puis ça va être un beau match. Ouais. Vous avez aussi à Guingamp une très belle équipe. Donc voilà, ça va être un beau petit match. On va suivre ça, en effet. Merci beaucoup, Ouais, Steven Pinto Borges. Et merci puis, à toi. à bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, Steven Pinto Borges. Bon, vraiment, oui, ne refaites pas chez vous, hein, l'anecdote Johan Rivière. Vraiment, ne faites pas ça. Mais super sympa, hein, Steven Pinto Borges, quand il était à Guingamp, c'était vraiment un des joueurs les plus accessibles. Et d'ailleurs, pour revenir sur Johan Rivière, ça me fait repenser à quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est issu de cette anecdote-là, mais pendant un moment, alors je ne sais plus, ça devait être en 2007, il arrivait à l'entraînement en petite mobilette parce qu'il n'avait plus Ouais. de permis. Donc peut-être que c'était à ce moment-là ou alors qu'il était coutumier du fait. Voilà. Rubrique vintage. Alors là, on va pas s'intéresser à un ancien match ni à un ancien maillot. On va s'intéresser à des anciens scénarios parce qu'on s'est posé la question, Gaëtan contre Rodez, 3 partout à la mi-temps, 6 buts à domicile sur une mi-temps. Est-ce que c'était déjà arrivé? Eh bien, la réponse est non. Par contre, on est allé gratter un petit peu à partir de 1983 sur des scénarios fous à Roudourou avec des buts dans tous les sens en première période. Alors, vous allez voir, dans les années 80, il y en a pas mal. On commence avec cette belle capture d'écran de notre site fétiche pour préparer nos matchs. C'est footballdatabase.eu. Vous pouvez y aller, c'est vraiment un puits de science.
Regardez ce premier match, 3 décembre 83 à Yves Jaguin, devant 4450 spectateurs. Guingamp-Mulhouse. Mulhouse ouvre le score très vite. À la 20e, il y a encore 1-0 pour Mulhouse. Mais voilà, à la 38e, 4-1 pour Guingamp avec des noms qui sentent bon Jaguin. Hein, Tibeuf, Louisinho et Thibou. Même saison. Là, c'était fou. Guingamp-Sedan, ça ressemble un peu au scénario de Guingamp-Rodez parce qu'au bout de 10 minutes, il y avait déjà 2-1 pour Guingamp avec Landré et Christophe Sagna qui avaient marqué à ce moment-là et non pas Amadou Sagna pour les Guingampais. Donc là, il ne fallait pas arriver en retard cette saison-là à Jaguin pour les supporters. On navigue un petit peu dans le temps. Vous voyez ce Guingamp-Strasbourg en 86 avec Guingamp qui menait 2-0 au bout de 11 minutes grâce à un doublé de Michel Rio. Score final 3-2 pour les Guingampais. Il y avait 3-1 à la pause avec Zarmak notamment qui avait marqué le troisième. Et là, c'est un des scénarios qui ressemble le plus à ce qu'on a vu à Roudourou l'autre jour. 15 octobre 88, Guingamp-Mulhouse. 2-0 pour Mulhouse à la 19e. À la 19e. 3-0 à la 36e. Guingamp qui recolle à 3-2 à la pause avant de marquer juste après la mi-temps par Yannick Le Sceau. On arrive maintenant presque 10 ans plus tard avec un scénario resté célèbre, ce Guingamp-Nice, la saison de la deuxième montée en Ligue 1. Il y avait 4-0 pour Guingamp au bout de 39 minutes et même 3-0 au bout de 18. Barret, Barnum-Curon et Elbuic qui avaient explosé les Aiglons à Roudourou pour ce qui était presque une revanche de la finale de la Coupe de France 97. On navigue encore un petit peu plus loin. Alors, ce n'est pas un scénario très fou, mais on voulait quand même mettre du Drogba dedans. Guingamp-Ajaccio, c'était le match des 90 ans du club. Vous voyez, Ajaccio, avec Stéphane Trévisan dans le but, menait 1-0 à la demi-heure. Sauf que je ne sais pas, ils ont dû faire une sieste ou aller aux toilettes. 5 minutes plus tard, 3-1 pour Guingamp, avec notamment un doublé de Drogba. L'année de la descente, un an plus tard, 2-2 à la pause contre Strasbourg et notre Dagano national qui nous colle un triplé en seconde période, le but du 3-2 à la 62e. On navigue encore un petit peu plus loin avec ce Guingamp-Hambourg, sans commentaire, 0-2 à la 11e, 0-3 à la 26e. Voilà, il y a eu beaucoup de buts ce jour-là, mais un peu trop d'un seul côté. Celui-là, voilà, 5 buts à la pause, c'était le record jusqu'à Guingamp-Rodez, 26 avril 2011, en pleine ascension vers la Ligue 2 pour Guingamp, mais en toute fin de saison de nationale. Guingamp marque 4 buts à Créteil à la mi-temps, il y a 4-1 à la pause, et vous voyez qu'il y avait 0-0 à la 29e. Donc là, ça avait pétaradé pour l'attaque mitraillette, comme le disait Christophe Pellissier, l'entraîneur de Luznac, pour qualifier ce Guingamp national. Saison de la montée en Ligue 1, Guingamp-Niort, fou. Il y avait 2-1 pour Guingamp à la 15e, 2-2 à la mi-temps, et finalement victoire 4-3 à la 98e minute. Même, là c'est marqué 90, mais c'était 98e. 90 plus 9 même. Plus 9. Le dernier but est marqué à 90 plus 9, alors qu'il y avait 8 minutes de temps additionnel. Ouais, grâce au filet qui s'était décroché. Merci. Je crois que c'était au gardien de New York qui s'était accroché au filet à ce moment-là. Et on se souvient de Gourvenec qui avait traversé tout le terrain pour se jeter sur ses joueurs. Là aussi, c'est l'exemple qui nous était le plus revenu contre Rodez. Guingamp-Lens 7-0. Il y avait 4-0 au bout d'une demi-heure pour les Guingampais de Gourvenec. Et on s'en souvient, Mandane s'était même payé le luxe de rater le péno du 8-0 à la 90e. Bon, première journée de Ligue 1, là on va faire vite, 3-0 pour Marseille au bout d'un quart d'heure, score final 3-1. Et puis l'autre exemple également qui nous était venu, 5 buts en première période lors de ce très étonnant, bizarroïde Guingamp. Irrationnel. Voilà, 4-1 pour Nice à la mi-temps. Et pourtant c'est beau vu, vous le voyez, qui sur un centre de Sambou Yatabaré avait ouvert le score. Score final 7-2 pour Nice. Et puis on a remarqué un truc aussi, on ne sait pas pourquoi. Regardez, en Ligue 2, les Guingamp-Rodez, il y a souvent pas mal de buts dès les débuts de match. Là, c'était l'un des premiers matchs de l'ère Didot, la première saison de Ligue 2. Pelé ouvre le score à la 12e, Ruffo égalise quasiment sur l'engagement. Et un peu plus tard, pareil, en 21, but de Pierrot à la 4e, égalisation de Després à la 9e, sur une passe de Buades, d'ailleurs, qui a joué l'autre jour, Després aussi d'ailleurs. Voilà, alors c'était pas forcément un gros score ce jour-là, mais déjà, dans le tout début de match, il y a eu des buts partout. Donc au prochain Guingamp-Rodez, arrivez 1 heure avant, s'il vous plaît. Et puis, il va y avoir des buts avant le coup d'envoi, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Et sous Dumont, il y a aussi eu des premières périodes folles. On se souvient de ce Guingamp-Toulouse, qui était un match magnifique. Il y avait 2-2 à la mi-temps entre les deux équipes, les deux formations qui avaient mené d'ailleurs. Et puis, le dernier en date, même si ce n'était pas un chassé-croisé, ce Guingamp-Pau, première journée 22-23, avec un Guingamp qui menait 3-0 au bout de 33 minutes. Et puis évidemment, là on parle des matchs à domicile, mais à l'extérieur, on se souvient que le Metz-Guingamp de l'année dernière, il y avait également 3-3
à la pause. Voilà donc pour cette partie vintage. C'est bien, on est allé aussi dans les années 80. On le disait l'autre jour qu'on faisait pas beaucoup ça. Voilà, les anciens de Jaguin ont pu le voir. Bon, allez, on termine. Challenge Profit Roll, on va voir. Il y a une tension folle. On a reçu des messages par rapport au quiz l'autre fois où les gens ne respiraient plus à la fin du quiz tellement c'était serré. Écoute, on va faire un pile ou face. Oui, parce qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Alors, j'ai juste un paquet de mouchoirs qui me traînent ici. Côté languette, c'est toi qui commence. Côté là, c'est moi. Allez. Regarde, il faut que ça tourne. Hein. Côté languette, c'est toi qui commence. Donc, je te pose la première question. Oui, ça marche. Alors, contre Rodez, Maxime Sivis a malheureusement envoyé son tir au but, son penalty sur le parking de la tribune latérale ouest. Bon, on chatouille un peu, il ne nous en voudra pas. Qui est le dernier défenseur de Guingamp à avoir marqué sur penalty? On ne compte pas de tir au but. Non, pas de tir au but, penalty. Dernier défenseur à avoir marqué sur penalty. Moi, j'en avais un en tête, j'étais sûr, mais en réfléchissant à 2 minutes, j'en ai trouvé un autre, plus récent. Alors, tu me laisses quelques instants, bien sûr. Je vais mettre mon chrono, hein. Allez, t'as 15 secondes. Ça se trouve, tu vas encore m'en trouver un auquel j'avais pas pensé. Mais... non, je sais pas, ça va être dur quand même. 5 secondes. Ça va vite. Top, 15. Il me faut une réponse. Non, c'est 0. Hein. Je vais te dire Nicolas Savino. Bonne réponse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et hors jeu, hors temps. Heureusement qu'on est copains. C'est passé. Hein. Nicolas Savino, c'était à Nantes, 37e journée de la saison 2007-2008. Et moi, j'avais milieu départ, mais défenseur ensuite. Il jouait défenseur à ce moment-là. Et moi, j'avais en tête Richard Martini lors d'un Guingamp-Brest. Penalty obtenu par mon Kader Touré chéri, je crois. Et c'est Martini qui avait marqué sur péno. Bon, 1-0 Pinel. Ouais. Alors moi, je vais être plus dans le récent. Là, on va basculer sur la saison dernière. Alors, demain, Guingamp-Annecy, c'est le 3 février. Et le 3 février 2022, Maxime Barthelmé a connu sa dernière titularisation en Ligue 2 avec En Avant. Il n'est plus apparu dans un 11 depuis en championnat. Contre quelle équipe c'était? Je mets le chrono aussi. Chrono top. J'ai combien de temps? 15? 15, pareil. 15. J'ai un match qui fait écran. Est-ce que domicile ou extérieur? Extérieur. À Rodez? Non. C'était à Queville-Rouen. C'est toi qui étais, non? Ah oui. On avait perdu 2-0, un match affreux. Le match se jouait un vendredi. C'est pour ça que ça tombe à nouveau sur la même date. Mais le match se jouait un vendredi et Guingamp avait perdu 2-0. C'était la dernière apparition en tant que titulaire en Ligue 2 pour Barthelmé parce qu'il a été titulaire en Coupe de France à Saint-Malo. Voilà. Donc, ce qui explique. Voilà. Mais en championnat, c'était sa dernière il y a un an déjà. 1-0 Gaëtan. Allez, on va passer à la question 2. Il y a 3 questions chacun. Oui. Alors, la semaine dernière, je t'ai posé la question sur des joueurs qui avaient connu 2 fois le même numéro sur la même saison en 2019-2020. La réponse que j'attendais, c'était Do Valdivia, mais tu m'avais trouvé Blas Mchangama avec le 10. Bravo. Eh bien, j'ai fouillé encore. Et cette saison-là, il y a un autre numéro qui est porté par 2 joueurs. Lequel? 2019-2020. Ouais. Alors là, c'est 1 point. Ouais, mais je crois que tu me l'as donné en plus l'autre jour. Vas-y. Pedro Rebocho et Morgan Poati avec le 3. C'est pas bon. C'est pas celui que j'attendais. C'est pas celui-là. Ah non, parce qu'attends, Rebocho, il avait le 5. Ah non, Rebocho avait le 3, c'est sa première saison, mais il avait le 5 ensuite. Bah, c'est pas bon, hein. Ouais, non, c'est pas bon, mais j'essaye de trouver quand même qui c'était, du coup. C'est ultra piège. C'est ultra piège. 19, 20. Je te donne un indice pour t'avancer. Ouais. C'est un joueur qui a porté 2 numéros différents. Un seul joueur. Il est parti. Un autre est arrivé. Et lui a eu un des 2 numéros. Il a récupéré un des 2 numéros. Bon, non, sinon l'émission va durer 2 heures. Ouais.
Ludovic Blas, sur la première journée, il porte le 7. Ah, Il récupère le 10, donc qui est récupéré ensuite par Mchangama. Et Ouais. El Hadjiba, qui était arrivé, a porté également le numéro 7. ah oui. C'était casse-gueule, mais bon, il faut bien que je te mette des pièges, sinon. Ah oui. Bon, bah 1-0, 2 tirs au but ratés là, par les. C'est ça. On va revenir à la saison passée à nouveau. Et cette fois en faisant un lien avec Annecy. La saison passée, défaite à Roudourou 4-0 contre Annecy pour Guingamp. Mais 2 Guingampais avaient touché les montants dans ce match. Il y a Un poteau, une barre. Lesquels? Courtet Guillaume. Eh ben non, il fallait. Alors du coup, tu as 1 point sur 2. Ouais. C'est Courtet, bon pour c'est Courtet, sûr. mais c'était Maxime Barthelmé pour le deuxième. Ah, ok, bah, aucun souvenir. Ouais. Bon, bah 1-1. 1-1. Et donc, dernière question pour toi. Donc là, celle-là, elle est sur 3. Ok. Je veux que tu me retrouves les 3 derniers joueurs arrivés lors du mercato d'hiver. Avant ceux de cette saison, évidemment. Ah, les 3, d'accord, ok. Pas sur une même saison, les trois derniers, quoi. Sur la même saison. Ouais. Alors, la saison dernière, on était quoi donc 22-23. Ok, 21. Alors, on rappelle, mercato d'hiver. Non, mercato d'hiver. Ouais. Donc là, c'est 1 point par bonne réponse, hein, ok. Ouais. 21. Bon, t'as une minute, je lance le chrono. Ouais, quand même. Hein. Non, on vous rappelle. Loïc les amis, Mbesso. C'est bon, 1 point. Ça fait 2-1 si mes comptes sont bons. On rappelle pendant que Gaëtan cherche. Voilà, pierrehd.com, micro Tu as ouvert. marqué 1 point avec Courtet. Ah oui, 2-2, pardon. Tac. La casquette à la Guingampaise également. À la guingampaise.com, vous allez aller sur notre petite boutique et vous allez être tout beau. Il te reste 30 secondes. Merde, qui arrive 20 secondes. Un jour, on Amin mettra- El Ouazani. C'est pas bon. On compte pas en. Ouais, Parce qu'il arrive en novembre, donc c'est pas mercato Ouais. d'hiver. ok. 6 secondes. 3, 2, 1. Terminado. Stéphane Quimper, Ah ouais. 7 janvier 2022. Et, aux surprises, Mehdi Merguem, 19 janvier Il y avait pas eu. 2019. Il n'y en a pas eu ensuite. Et on nous a posé la question hier, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, à quand remonte un mercato d'hiver avec autant de recrues? Eh bien, c'était 18-19. On avait eu... Alors, Djilo Bodji et Ndong arrivent même avant le 1er janvier, tout comme Mendy. Larsson était arrivé et Merguem également. Bon, sur les 5 là, il n'y a pas eu de grande réussite hein, quand même. Mais si tu le comptes pas dedans non plus. Mendy, non. Mendy, c'était en joker en fait. Ouais, c'est ça. Au mois de décembre, tout comme El Ouazani qui est arrivé en novembre l'année dernière. Alors, du coup, là, on est d'accord, on est à 2-2. On est à 2-2, ouais. Mais c'était quoi mes 2 bonnes réponses? Alors, après, au montage, moi, je mets le score, donc c'est facile, mais là, nous, on ne l'a pas. Moi, j'ai noté que 1 point. Ah non, t'en as qu'un en fait. J'en ai qu'un, on est d'accord. Hein. Ah oui, tu t'es m'a trompé induit en sur, erreur. ouais. Donc là, il y a combien de points sur cette question-là? Là, il y a 2 points. Donc tu peux passer devant, égaliser ou rester derrière. Il y a vraiment tout. Alors, on a parlé mercato. Hugo Bonnet vient d'arriver de Valenciennes. Avant lui, qui étaient les 2 derniers joueurs arrivés à Guingamp en provenance de Valenciennes? Les 2 derniers. Alors, est-ce que tu comptes un mec qui était prêté à Valenciennes, qui appartenait à un autre club et qui est arrivé? Je pense à Younous Sankaré. Non. Donc lui, non. Non. Ok. Baptiste Guillaume? Oui. Tu égalises. J'ai mis le chrono. Je me donne un peu de temps parce que j'ai un nom, mais j'essaye de chercher s'il n'y a pas un autre mec qui est arrivé depuis. Le chrono tourne. Vas-y, mets-moi 20 secondes, là, pas une minute, 20 secondes. Ouais, bah il t'en reste 10. 3, 2, Benjamin Angois. 1. Non, c'était Gaëtan Robaille. Ah la vache! Eh oui. Et tu sais que en plus Robaille, j'avais l'idée comme de faire un thème un jour sur les joueurs oubliés. J'y pensais juste Ouais. avant cette émission. Je me dis Robaille,
On a presque tous oublié qu'il était là. Eh ben, je l'ai oublié. Ah voilà. Match nul. Match nul comme la semaine dernière, on n'arrive plus à se départager. Hein. On va se partager la profiterole en fin de saison. Bon, c'était super en tout cas. Merci pour tes questions, Gaëtan. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, les amis, dans ce numéro 4, dans l'avant-match. On se retrouve demain, donc, match à 19h, Guingamp-Annecy à Roudourou. Et espérons la victoire pour les Guingampais pour encore rester bien calés dans ce bon peloton et surtout plus proche de la 5e que de la 12e pour les Guingampais. Je serai au commentaire du match. Tu seras avec nous en zone mixte après la rencontre, Gaëtan. Voilà les amis, Guingampais. Bon match. À demain. Ciao.